Et puis maintenant, on va découvrir ce que c'est que l'Institut Chlorane, qui a fêté récemment ses 20 ans. Donc la parole est à toi, Florence. Merci beaucoup, Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, on n'est pas aussi nombreux qu'hier, mais c'est compréhensible, c'est dimanche matin, il y a en plus des votes, enfin voilà, c'est la première présentation de la journée. On va dire que le meilleur est dans la salle. Alors, donc, tout d'abord, un grand merci à Agnès, bon, on est au téléphone, mais un grand merci à Agnès pour toute cette organisation, ce lieu vraiment hors du commun et cet enthousiasme aussi qui est très communicatif. Donc, merci encore. Alors, je vais vous parler de l'Institut Chlorane assez rapidement. Donc, l'Institut Chlorane, c'est une fondation d'entreprise créée par M. Fabre lui-même. Vous avez compris que hier, au travers des interventions, que M. Fabre était un passionné de plantes et de botanique, de nature, de beauté. Et ça transpire vraiment dans tout ce qu'il a fait, dans tous les bâtiments qu'il a construits dans le groupe. Et on lui doit vraiment un grand merci d'avoir fait tout ce qu'il a fait pour les plantes et d'avoir notamment créé cette fondation d'entreprise en 1994. Alors, c'est une fondation d'entreprise qui a pour mission de protéger et valoriser le patrimoine végétal. Et on va résumer au travers ces actions, se résument au travers de 3 missions: protéger les espèces végétales menacées dans le monde, explorer, puisqu'on sait que quand on explore, on connaît mieux et on protège mieux, et éduquer, puisque c'est la base de tout, si on veut que l'avenir soit encore vivable sur Terre, éduquer les publics, alors les enfants, les professionnels de santé, le grand public, pour agir durablement. Alors, quelques actions rapidement qui illustrent ces missions. Je ne vais pas vous faire un catalogue de tout ce qui a été fait depuis 20 ans, ça ne serait pas intéressant, mais juste pour illustrer un peu, que vous puissiez vous représenter ce que l'on fait. Donc, en ce moment, on a un programme de sauvegarde d'une espèce végétale menacée en Sicile, qui est le Calendula maritima. Alors, c'est un calendula cousin du Calendula officinalis, que l'on connaît bien dans le domaine de la pharmacie, pour ses propriétés anti-inflammatoires, apaisantes. Et cette espèce-là, elle pousse donc en Sicile, au large, dans la région de Trapani, à l'ouest de la Sicile, et dans les petits îlots aussi. Et c'est une plante qui est endémique et en danger critique d'extinction. Donc elle figure sur la liste rouge de l'UICN, des plantes menacées. Et on s'est dit qu'on allait la protéger pour diverses raisons, et notamment parce qu'on connaît bien le calendula dans la maison. Donc c'est un partenariat que l'on a depuis 3 ans avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, le Conservatoire botanique de Brest, qui est lui précurseur dans le domaine de la protection des plantes menacées à travers le monde, et en local, l'Institut de génétique végétale à Palerme, qui est rattaché au CNR et au Centre national de la recherche. Et pour nous, c'est très important, puisque dans ces programmes-là, c'est important d'avoir des partenariats avec des organismes d'envergure internationale, mais également local, puisque quand on agit en Sicile, on se doit d'avoir un partenariat avec des Siciliens. Et donc, c'est une opération qui fonctionne très bien. Alors, c'est en quelques mots, ça consiste à protéger à la fois in situ ces plantes, essayer de délimiter les parcelles, essayer de faire en sorte que l'urbanisation, que les hommes la détruisent moins. Il y a également la présence d'une plante exotique envahissante qui est la griffe de sorcière, le Carpobrotus edulis, qui fait beaucoup de dégâts et notamment qui porte atteinte à cette petite plante, le Calendula maritima. Donc on a des actions in situ, ex situ, par le prélèvement de graines, par une analyse génétique, puisqu'il y a beaucoup d'hybridation entre ces différents calendulas. Donc si on veut protéger ce Calendula maritima, il faut être sûr qu'on soit bien sur la bonne espèce. Donc il y a des analyses génétiques menées. Et ensuite des pépinières, donc banque de graines, pépinières, pour éventuellement réintroduire. Alors, réintroduire pas n'importe où, parce que c'est pour réintroduire dans des milieux, vous l'avez bien compris, qui ne présentent plus en fait les conditions écologiques pour que cette plante vive. Ça ne sert à rien. Mais là, on le fait sur des petits îlots protégés, éloignés en fait du passage du public. Et donc, c'est une opération qui marche bien. Et on a également une forte sensibilisation dans les écoles, au niveau pédagogique, des enfants de primaire, mais également des étudiants de l'Institut agronomique de Marsala qui sont impliqués dans la multiplication des plants dans une éventuelle réintroduction. Donc c'est un programme qui touche tout le monde
et notamment les Siciliens, pour qu'ils soient conscients de ce patrimoine à protéger. C'est une petite plante jolie, en plus, aux pétales plus clairs que le Calendula officinalis, qui est beaucoup plus orangé. Voilà. Donc c'était quelques mots. Un autre exemple de plantes que l'on protège, là c'est en Suisse, une plante emblématique de la flore alpine, Eryngium alpinum, donc c'est le chardon bleu des Alpes ou le panico, hein, une plante magnifique, qui est emblématique. Donc c'est vrai que quand on veut sensibiliser le grand public, parfois malheureusement c'est plus facile de le faire au travers de plantes qui peuvent porter le message. Hein. Si on choisit une toute petite plante qui est pas visible, il faut le faire sur des exemples emblématiques pour qu'après on puisse mieux communiquer. Donc là, on a un programme avec une société de protection de la nature qui est séculaire, protection de la flore et de la faune, qui est ProNatura en Suisse. Et donc là, c'est un programme que l'on mène sur 4 ans, en lien également avec nos filiales, puisque c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des filiales un peu partout dans le monde, donc autant profiter de ces relais locaux pour justement aussi porter le message, créer des partenariats, des échanges. Ça, c'est fabuleux, donc c'est un point positif. Et donc cet Eryngium, on le protège. On protège 9 populations, notamment dans les cantons de Fribourg et des Grisons. Donc là, c'est un travail en cours aussi, protection ex situ, in situ, sensibilisation pédagogique. Enfin, alors là, on va venir droit au but avec la grande muraille verte. Donc vous savez qu'on plante des dattiers du désert, donc Balanites aegyptiaca. Dattier du désert, alors tout d'abord à ne pas confondre avec le palmier dattier. Alors on n'est pas du tout dans la même famille, hein, puisque le dattier du désert, c'est la famille des Zygophyllacées. Donc c'est pas du tout une monocotylédone de la famille des Arécacées. Donc pas de confusion à faire à ce niveau-là. C'est un arbre que l'on trouve dans les zones sahéliennes, qui est particulièrement bien adapté aux conditions hostiles de sécheresse, hein, tout comme l'acacia, tout comme le jujubier. Enfin, voilà. Donc cet arbre-là, on le plante au Sénégal, puisqu'on a un partenariat au travers d'un grand programme dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle la Grande Muraille Verte. Donc c'est une ceinture végétale en fait de 7000 km de long de Dakar à Djibouti sur 15 km de large. Donc c'est énorme évidemment, c'est un programme plus qu'ambitieux. Et nous sommes partenaires au Sénégal avec une unité mixte internationale environnement, santé et société du CNRS. Et pourquoi au Sénégal ? Parce que le Sénégal est le pays, en fait, il y a 11 pays africains qui sont engagés dans ce programme. Et le Sénégal est le premier qui s'est engagé, et c'est celui qui réunit toutes les conditions pour que l'opération soit un succès. On connaît beaucoup de programmes en Afrique qui ont malheureusement échoué. Là, certes, il est ambitieux, mais nous, on a ce partenariat au Sénégal. Et le Sénégal, ça fait que 550 km de long. Vous allez me dire, ouais, c'est vrai qu'il y en a, au total, il y aura 7000 km à faire. Mais bon, l'idée, c'est que le Sénégal soit un exemple pour les autres pays d'Afrique. Parce qu'on sait très bien que les autres pays d'Afrique traversés ont d'autres problèmes en ce moment, même si c'est un problème ce problème-là réglé, de lutter contre la pauvreté et la sécheresse, finalement est peut-être le précurseur pour régler tout le reste. Mais bon, on se dit que quand ces autres pays voudront s'investir dans ce programme-là, ils auront un modèle africain qui répondra, c'est une réponse à un problème africain, mais une réponse qui émane d'Africains eux-mêmes. Donc voilà l'idée. Donc cette grande muraille, comment ça se passe ? En fait, l'intérêt, c'est qu'il y a sur place un observatoire homme-milieu international qui réunit des chercheurs, des compétences pluridisciplinaires, au niveau, que ce soit au niveau anthropologie, au niveau biologie, au niveau médical, environnemental, toutes les compétences sont réunies sur place pour faire en sorte que la population locale soit complètement intégrée dans ce programme, le service des eaux et forêts, bien évidemment, puisque c'est avec eux qu'on plante ces dattiers, les étudiants de Dakar, puisque vous verrez, les étudiants de Dakar sont complètement investis depuis déjà 2008 dans ce programme-là. Ils participent à des universités d'été. Donc le mélange, les interactions sont vraiment optimales pour garantir un succès de ce programme au Sénégal. Donc je vous l'ai dit, voilà la ceinture végétale. Alors comment ça se passe en fait, pour vous montrer un peu les bénéfices de cette grande muraille verte pour la population locale. Donc
Au départ, il y a donc récolte de graines, mise en pépinière. Vous voyez hein, ces petits plants là qui sont donc pendant toute la saison sèche, qui sont préparés hein, pour être opérationnels pour les plantations à la saison humide. Alors la saison humide, elle est un peu variable. Elle s'étale normalement entre juillet et septembre, mais d'une année à l'autre, ça se réduit des fois à un mois. Enfin, c'est très irrégulier et c'est ça le problème. Hein. Donc c'est à ce moment-là que les dattiers sont plantés. Alors ces dattiers, dans ces pépinières, ce sont surtout les femmes qui s'occupent des pépinières. Et les femmes, en échange de cela, en fait, on leur a mis à disposition des parcelles pour créer des jardins potagers maraîchers. Donc elles ont un accès à l'eau, et chose qu'elles n'avaient pas avant. Donc là, elles peuvent cultiver, on va peut-être le voir plus loin, j'avance un peu, voilà. Elles cultivent alors des fruits, des légumes. Donc ça, c'est fabuleux parce que ça apporte une diversification alimentaire, alors qu'avant, ces populations locales, les Peuls notamment, ne consommaient que des produits issus de l'élevage bovin, quoi, en fait, des ébus. Donc c'était du lait caillé, quoi. Donc beaucoup de carences à différents niveaux. Et ces jardins potagers, alors maintenant ils sont organisés avec des coopératives de femmes, donc c'est plus de 900 femmes qui sont impliquées dans ces jardins, donc maintenant il y en a 8 je crois, et c'est fabuleux parce qu'elles sont très très fières de s'en occuper, elles s'en occupent très bien, ça nourrit leur famille, ça nourrit leur mari qui parcourt des kilomètres hein, parfois pour aller abreuver le bétail puisqu'il n'y a pas d'eau, et donc ils ont une condition physique incroyable, mais bon, il y a quand même des carences, et d'avoir cet apport en fruits et légumes, et ben, ça les rend beaucoup plus résistants. Et l'autre avantage, c'est que le surplus de cette production de fruits et légumes, hein, vous voyez les carottes, les aubergines, il y a des mangues, enfin il y a beaucoup de choses qu'on cultive chez nous aussi, avec quelques spécificités, du niébé et compagnie. Et donc le surplus est vendu sur le marché. Donc c'est une source de revenus pour la famille, pour les femmes. Également un rôle social qui évolue. Hein, donc la femme, elle occupe une place à part entière, elle rapporte de l'argent à la maison. Donc c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Et une chose aussi très très importante, vous voyez en bas là, en fait c'est pendant les universités d'été, donc qui ont lieu en août, fin août, donc des étudiants de Dakar, des étudiants d'autres universités dans le monde, des chercheurs, les enseignants, le service des eaux et forêts, tous les partenaires locaux en fait sont réunis à Ouidou. Alors Ouidou, je vous l'ai pas dit, mais c'est dans le nord du Sénégal, à la frontière, proche de la frontière mauritanienne. C'est quand même à 8 heures c'est au nord-est de Dakar, à 8 heures de 4x4 quand même, hein, donc c'est pas juste à côté, mais le CNRS y est en permanence, enfin, les personnes de l'Observatoire au milieu. Et pendant cette université d'été, qui dure 10-15 jours, donc il y a bien sûr un partage de connaissances qui est fantastique entre les étudiants, les chercheurs, enfin, ils font le bilan en fait des travaux en cours, de l'avancée, éventuellement réorienter si jamais ça ne va pas. Et il y a le matin des activités citoyennes, il y a les plantations donc, qui ont lieu dans les parcelles, hein, délimitées par les eaux et forêts, et également des consultations médicales gratuites. Vous voyez en bas. En fait, c'est les étudiants en dernière année de médecine, pharmacie et dentaire qui viennent pendant ces universités d'été et qui dispensent des consultations médicales gratuites. Donc ça, c'est fabuleux pour la population qui ne voyait jamais de médecin avant. Et donc là, c'est à peu près 80 consultations par jour qui sont dispensées. Et de tout ordre, il y a un suivi également épidémiologique qui est fait, pour les plus jeunes comme les plus âgés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et un volet prépondérant également, c'est la sensibilisation donc des enfants de Ouidou. Donc là, c'est une partie de l'Afrique en fait où l'arbre n'est pas vraiment vénéré. Donc si il n'y a pas une sensibilisation qui est faite, les enfants ne se rendent même pas compte en fait. Ils savent pas ce que c'est que cette grande muraille verte. Ils comprennent pas pourquoi on plante les arbres, à quoi ça sert. Alors c'est important de leur expliquer. Alors c'est pas nous, hein, on vient pas en tant que moralisateur. C'est le CNRS avec les locaux. Enfin et surtout ce qui est important, c'est qu'il y a un constat, une prise de conscience au quotidien des bénéfices. C'est ça surtout, c'est qu'ils vivent dans le présent et il faut qu'ils constatent les bénéfices de cette grande muraille verte pour qu'elle puisse continuer. Mais important aussi de leur dire aux enfants à quoi sert le dattier du désert.
juste leur rappeler que toutes les parties de l'arbre sont utilisées. Les racines, les écorces, les feuilles, les fruits, l'amande, enfin toutes les parties, que ce soit au niveau alimentaire pour l'homme, pour le bétail, au niveau médicinal, au niveau de l'artisanat, enfin tout est utilisé. Donc voilà, donc on leur fait dessiner, ils vont planter également. C'est une belle sensibilisation pour que demain ils comprennent à quoi ça sert. Donc au passage, on avait présenté avec le CNRS, on avait postulé en fait au trophée du mécénat d'entreprise qu'on a obtenu en 2014, donc c'était pour l'année 2013, mais il a été remis en 2014, pour l'environnement et le développement durable. Donc ça c'est bien parce que ça permet aussi de faire connaître ce programme qui n'est pas très très connu, mais qui quand même existe depuis... les plantations ont démarré en 2008, et ce programme, il a été initié en 2004, principalement par l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade. Et donc c'est important de faire connaître. Alors, on va le faire connaître encore plus, ce programme, puisqu'on est partenaire depuis cette année pour 3 ans d'un autre programme d'éducation au développement durable qui s'appelle UNESCO Green Citizens, devient un éclaireur du changement. Et donc ce programme, il a pour but de montrer, d'éclairer les consciences sur l'importance de l'éducation au développement durable dans le monde, et également de dresser un bilan d'une décennie des Nations Unies sur ce thème. Donc on a eu la chance d'être retenu par l'UNESCO avec la Grande Muraille Verte comme un des exemples emblématiques d'éducation au développement durable à travers le monde, donc parmi une douzaine d'autres projets. Alors pour n'en citer que quelques-uns, vous avez une tribu du Tamil Nadu qui utilise les principes fondamentaux du développement durable pour valoriser et faire perdurer ses traditions et ses valeurs. On a dans le golfe du Mexique des jeunes défavorisés qui sont sensibilisés, formés à des métiers verts après les marées noires. On a un exemple aussi de la pêche durable de la coquille Saint-Jacques en France. Il y a une douzaine d'exemples, je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est très éclectique et la Grande Muraille Verte en fait partie. Donc ça sera un moyen aussi de porter ce programme encore plus haut, de le faire connaître encore plus haut. Bon, la Grande Muraille, je pourrais vous en parler plus longtemps, mais je regarde un peu l'heure. Et sachez qu'à l'extérieur, il y a un livre qui a été écrit par Gilles Boetsch, le directeur du CNRS, et toute son équipe, sur le sujet, avec des magnifiques photos d'Arnaud Spagny, vraiment un très très bon photographe. Donc je vous invite à le regarder éventuellement à la pause. Autre volet que nous avons donc exploré, je vais juste vous citer 2 mots sur le fait qu'on participe à des programmes qu'on appelle résurrection d'espèces disparues à partir de graines anciennes. Donc ces programmes, on les mène depuis 2 ans en Grèce et en Roumanie. Pourquoi en Grèce et en Roumanie? Tout simplement parce que c'est en Europe et qu'on a des contacts privilégiés au niveau scientifique, et que la Grèce et la Roumanie en fait concentrent une grande quantité d'espèces endémiques menacées, recensées en Europe. Donc c'est notamment 29% des espèces endémiques éteintes recensées sont concentrées en Grèce et en Roumanie. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces 2 pays. Et pour une autre raison, tout simplement parce qu'il y a aussi une proportion importante de familles avec des longévités comment vous dire, de longévité des graines en fait, qui peuvent, de germination, merci Bruno, qui peuvent être plus longues. Alors le principe de ce programme-là, c'est de partir de graines donc endémiques, d'espèces endémiques éteintes. Alors ces graines, on les retrouve soit dans le sol, si on a la chance de retrouver les stations, après des études, des recherches bibliographiques menées avec le Conservatoire botanique de Brest. Soit dans les herbiers, puisque vous savez que les herbiers, s'ils ont été bien conservés, pas trop traités, certes, il y a des graines, et certaines graines ont conservé ce potentiel germinatif. Donc ça dépend des familles, mais certaines familles ont vraiment des longévités beaucoup plus importantes. Donc on est reparti, en ce moment on est allé un peu en entonnoir, mais bon, pour l'instant on a 2 espèces en Grèce et 3 en Roumanie identifiées. Et alors donc on a... Ces graines, en fait, sont observées au microscope électronique. Donc ça se fait vers Brest. On identifie s'il y a encore du tissu sain, du tissu vivant.
Si c'est le cas, on passe à l'étape suivante et c'est une étape de mise en culture in vitro. Donc ça se fait notamment en Roumanie avec l'université de Târgoviște et un institut, en fait, un équivalent de l'INRA, un institut agronomique qui se trouve à Pitești. Qui est magnifique d'ailleurs, on y est allé récemment. Et donc là, ils réussissent à cultiver et à mettre en place des petits plants, des cultures in vitro, ce que vous voyez là, donc sur les espèces que l'on étudie. Et donc l'étape suivante, ça sera de faire croître cette plante, éventuellement de la réintroduire si les conditions le permettent dans des endroits, et surtout de pouvoir communiquer sur le végétal, sur la puissance de la plante, mais ça on le sait, c'est pas mal, il faut l'apprendre, le génie du végétal, de pouvoir aussi se régénérer, enfin la différence de l'animal, et de montrer toute cette importance en fait de cette botanique, l'importance de l'herbier notamment, puisque l'herbier c'est vraiment le point de départ de toute investigation scientifique pluridisciplinaire, et ça peut être aussi un moyen de recréer des espèces qui avaient disparu tout simplement. Voilà. Bien sûr, on mène des thèses sur le dattier du désert, donc là c'est en lien avec la Grande Muraille Verte et ses impacts sur la santé, sur l'environnement, sur l'homme. Donc ça, c'est avec l'université de Dakar. On a 3 thèses de doctorat en cours. On a toujours soutenu le Muséum d'histoire naturelle, notamment, enfin, si je reprends dans l'historique, avec la restauration des solanacées d'Asie. Il y avait eu un travail au début. Toute une collection de vélins qui a été réalisée, dont le vélin de Catharanthus roseus. Également, il y avait eu aussi d'autres opérations, il me semble. Et récemment, le soutien à un web documentaire sur cette rénovation fantastique de la collection de plus de 8 millions de spécimens de l'herbier du Muséum d'histoire naturelle, qui a duré plus de 4 ans. Il vous reste 5 minutes. Voilà, merci. Alors, enfin, sur le volet pédagogique, depuis 20 ans, on sensibilise les enfants à l'importance des plantes. Donc ça, c'était vraiment la mission première de M. Fabre quand il a créé l'Institut. C'était cette sensibilisation principalement des enfants. Donc depuis 20 ans, on remet, on va dire qu'on sensibilise, ça a monté crescendo en puissance, mais aujourd'hui, on sensibilise chaque année 18 000 enfants en France, donc c'est 600 classes. Et des pharmaciens, certains pharmaciens parrainent des écoles, puisque c'est vrai que le pharmacien a quand même une formation en botanique particulièrement pointue, en botanique et en mycologie. Et donc on lui demande d'intervenir dans les classes, de faire des sorties pédagogiques avec les enfants. Donc nous, côté institut, on remet en fait des coffrets pédagogiques, donc on appelle graines de botaniste, avec un herbier, un sachet de graines, un diplôme, un guide d'herborisation. Donc ça, c'est un par enfant. Et ensuite, pour la classe, il y a un poster sur observer les saisons, les stades phénologiques, en lien avec des programmes de sciences participatives que vous connaissez peut-être, Observatoire des saisons notamment, Sauvage de Maru aussi. Donc tous ces outils-là sont remis gratuitement aux écoles qui veulent être partenaires. Et en fin d'année scolaire, on ponctue cela par la visite d'un jardin ou d'un conservatoire botanique à proximité. Donc il y a à la fois la théorie et la pratique. Voilà. Donc c'est un programme qui plaît beaucoup. On a lancé aussi, c'était l'année dernière, une application mobile qui s'appelait Graines de botaniste pour faire grandir des plantes en fait en répondant à des questions. Donc il y avait des questions botaniques, plus de 250. Donc vraiment, celui qui a suivi ça avait déjà une bonne base à la fin de ce jeu. Donc on avait choisi des plantes assez connues. Voilà. Et enfin, pour vous dire, l'année dernière, on avait fêté nos 20 ans. Et sur les berges de Seine à Paris, on avait notamment monté ce qu'on appelait herbiers en Seine. Donc c'était, je ne sais pas si vous connaissez, sur les berges de Seine, ces petites capsules qui s'appellent les capsules Z. C'est des anciens containers maritimes qu'on avait, nous, végétalisés pour l'occasion. Et donc pendant le week-end de l'Ascension, pendant 5 jours, on a fait réaliser des herbiers aux enfants. Alors les herbiers à la fois traditionnels, pour qu'ils comprennent la méthode immuable de la fabrication, de la confection d'un herbier, et également un peu nouvelle génération. On a essayé de customiser un peu tout ça pour le rendre attrayant, un peu amusant, et les familiariser, les sensibiliser à la botanique. Donc ça a eu un succès fou. Enfin, les parents voulaient venir aussi faire les herbiers en même temps que les enfants. Bon, on n'avait pas prévu ça, mais c'est vrai que ça a super bien marché. Voilà, alors on a lancé aussi en fin d'année dernière un herbier digital. Donc ça, c'est une application mobile pour les enfants,
qui consiste en fait à plus photographier des plantes, à les nommer, à customiser, parce qu'il faut qu'il y ait un plaisir de l'enfant avec cette botanique. Et on peut pas éluder les moyens modernes. Donc, si on reste au papier, je pense qu'on va pas toucher suffisamment la cible. Donc, c'est pour ça qu'on crée ce genre d'outils. Donc, ça aussi, ça plaît beaucoup. Il y a une customisation, il y a un partage sur les réseaux sociaux, des échanges entre amis, on se fait sa propre collection d'herbiers. Enfin, donc voilà, ça marche bien. Sachez qu'en mai-juin, on va lancer une nouvelle application botanique pour adultes, plus pour adultes, qui en fait aura pour but d'aider à la détermination des plantes par soi-même. Donc là, ça sera vraiment une méthode pédagogique. C'est pas il existe déjà des applications qui sont fort intéressantes, mais basées essentiellement sur des photos. Là, l'idée, c'est vraiment d'apprendre de façon pédagogique la botanique. Donc il y a des règles, on peut pas, ça passe par l'observation, vous le savez bien, des différentes parties de la plante. Mais on va l'expliquer, mais en application mobile. L'intérêt, c'est que la personne pourra sur le terrain, n'aura pas besoin de transporter les 3 tomes de la flore de la Bécoste ou autre, et donc de pouvoir utiliser les moyens modernes pour justement faire perdurer une science immuable. On sensibilise également les professionnels de santé au travers de monographies sur des plantes, d'une revue Regard botanique, ou de brochures sur des thèmes divers et variés. Donc sachez qu'il en existe une sur le dattier du désert et la Grande Muraille Verte. On avait fait dans les plus récentes les plantes médicinales méditerranéennes, un patrimoine à conserver. Le lin également en fonction de nos actualités, donc le lin au fil du lin, tradition et modernité. Toutes ces brochures, toute cette documentation pédagogique, elle est accessible à tous sur le site internet institut-chlorane.org. Vous allez dans Botanique et il y a une bibliothèque et toutes ces éditions sont visualisables, téléchargeables, imprimables, voilà, donc en flipbook. Et enfin, un petit clin d'œil, on a fait une opération récemment avec la Grèce. On a en fait, c'est vrai qu'en 2007, il y avait eu des incendies dans le Péloponnèse qui avaient dévasté une grande partie des oliviers. Et donc on en avait replanté en 2007. Et en 2014, on a lancé un inventaire des oliviers millénaires. Donc ça a été un beau succès. On a fait participer le grand public. Donc chacun venait poster sa photo d'herbier qu'il imaginait millénaire, avec une histoire qui liait l'homme et la plante. Et donc tout ceci s'est fait par les moyens modernes, par les réseaux sociaux, par Internet. Et il y a eu une sélection des gagnants. Donc on a décerné une médaille, on va dire, à 12 gagnants. Donc le plus vieux des oliviers, en fait, avait 2700 ans. Donc tous avaient plus de 1000 ans, puisqu'il y a une sélection par les internautes, par un jury de scientifiques, et une datation de ces oliviers. Et donc le plus vieux que l'on ait identifié, c'était 2700 ans. Voilà. Donc ce qui est surtout intéressant dans cette démarche, c'est de sensibiliser, d'impliquer le grand public, de faire prendre conscience aux différentes populations de l'importance de leur patrimoine proche. Bon, c'est vrai que l'olivier, ça parle à tout le monde et c'est un arbre à part, mais on peut le faire sur beaucoup d'autres plantes à proximité, quoi. Voilà, je pense que j'ai respecté le timing, à 2 minutes près. Merci. On n'a peut-être pas le temps pour les questions. S'il ne faut pas hésiter à poser... On a le temps. Je voulais vous remercier parce qu'effectivement, quand j'ai réalisé mon projet, j'ai mis un petit peu de temps. Il y avait une telle diversité de sujets que je n'arrivais pas à trouver, me concentrer sur un point. Et c'est en cliquant sur votre site, en regardant bien en profondeur tout ça, que je suis tombée sur donc les Velins. Et là, il y a eu un coup de foudre, effectivement. Je me suis dit, c'est ça et rien d'autre. Et donc, je vous remercie de m'en avoir autorisé la publication. Les vélins sont magnifiques. Le seul bémol, c'est qu'ils doivent être conservés à l'abri de la lumière, donc dans l'obscurité. Donc on les voit jamais. C'est dommage parce que c'est un travail superbe, mais bon, pas exposé en permanence, quoi. Ouais. Bonjour. Vous le savez sans doute, mais à la frontière franco-italienne, au jardin botanique de la Mortola, près de Menton, il y a des Balanites aegyptiaca magnifiques. Et ils sont couverts de fruits chaque année.
Et quand j'y allais avec mes étudiants, c'était un vrai bonheur. Merci pour l'information. Si je passe dans le coin, j'irai faire un saut. Et c'est vrai que je ne vous ai pas précisé une chose sur le dattier du désert, c'est que le fruit, donc en fait nous on utilise l'huile, enfin il y a une amande et on extrait en fait l'huile et on fait un extrait qui associe à la fois les lipides, les protéines et les sucres. Et là-bas, l'huile, elle est très consommée. Alors, il faut déjà dépulper. Il y a un travail quand même un peu compliqué. Souvent, les femmes qui le font, il faut déjà dépulper donc le fruit. Et après, il faut casser cette graine parce que la graine, elle est très dure pour justement récolter l'amande. À partir de l'amande, extraire l'huile. Effectivement, vous avez fait, puisque j'ai fait, pas une erreur, mais enfin, les zygophyllacées, c'est ça, la famille zygophyllacées. Est-ce qu'on peut en avoir 2 mots sur cette famille, puisque je l'avais confondu avec les palmiers, justement. On alerte simplement sur ça, parce qu'on dit dattier du désert, tout de suite, on pense dattier, voilà, en plus, comme c'est en Afrique, enfin, mais là, c'est pas du tout le cas, enfin, là, il pousserait pas, hein, le palmier dattier. Les zygophyllacées, alors je ne sais plus. Je pense que là, j'ai 2 spécialistes qui vont pouvoir répondre mieux que moi. Bien, écoutez, beaucoup de gens connaissent le jujubier, entre autres, hein, qui fait partie de ces... Ah non, pardon. Ah oui, un rhamdas. Bon, donc, je ne suis... Voilà. Le genre qui a donné le nom à la famille, c'est Zygophyllum. Et là, ça me permet de rebondir sur le fait que les noms vernaculaires, souvent, sont... peu informatif, c'est-à-dire que quand on va parler de laurier, on peut avoir diverses familles, et là c'est simplement le fait que l'habitat, on appelle ça dattier parce qu'il y a des dates, mais souvent en botanique le nom n'associe pas directement à la famille. Non, mais c'est justement une bonne découverte. Ouais. Et donc là, dans le cas des palmiers, on est dans les monocotylédones, et dans le cas des zygophyllacées, on est dans le cas des dicotylédones. Donc ça peut vous paraître un peu anodin, mais il y a autant de différences entre une monocotylédone entre un palmier et le dattier du désert qu'entre une herbacée, l'herbe qui est de la pelouse, et puis une marguerite. Donc on est vraiment très très loin dans la systématique. Alors en dehors du zygophyllum, voilà, moi j'ai pas d'autre. Je peux ajouter un petit mot sur la famille des zygophyllacées. C'est l'ensemble des familles qui ont des fleurs qui sont irrégulières. Hein, on voit tout de suite. Bon, je ne vais pas rentrer en détail. Alors que le dattier, le palmier dattier, sont surtout des éricacées avec des grands arbres. Et dans le zygophyllacées, j'ai un peu mal à la gorge. Ce sont des petites herbacées, et les fleurs, on le voit très bien, la fleur, elle est irrégulière, c'est-à-dire que les pétales ne sont pas disposés d'une façon régulière. Voilà, déjà ça. Alors, je reviens au mot vernaculaire. Moi, je ne connais pas cette espèce qui existe là-bas, qui pousse là-bas, dont le mot vernaculaire est dattier. Peut-être, d'après votre photo, il y a... le fruit que j'ai vu tout à l'heure, les petits fruits qui font peut-être allusion à la graine d'une date, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Ça peut ressembler à une date comme ça, mais alors je peux vous dire quand on la goûte, c'est pas du tout une date, hein. C'est très, très amer, alors encore plus amer en fin de saison sèche. Où est-ce qu'on la voit? Voilà, vous voyez la... mais alors, les habitants, les enfants, surtout, le prennent comme une sucrerie, quoi, en fait. Ils le sucent. Alors, eux n'ont pas la même amertume que l'on perçoit, nous. Mais oui, bien sûr, c'est comestible. Oui, tout se mange. Oui. Le bétail aussi le consomme, bien évidemment. Enfin, il y a l'huile qui est extraite. La pulpe aussi est très intéressante. Et peut-être qu'elle pourra être valorisée aussi. Tout est intéressant. Cet arbre est quand même magique parce qu'il ne demande rien. Il est d'une générosité incroyable parce qu'il donne tout. Et il peut vivre je ne sais plus combien d'années sans eau, quoi, en fait. Alors il a un système racinaire particulier, des racines pivotantes qui vont jusqu'à 7 mètres de profondeur. Un système aussi de racinaire superficiel
qui se développe jusqu'à 20 mètres autour de lui et qui capte les rares précipitations dès qu'il y en a, en fait. C'est un arbre qui a une silhouette un peu... il n'a pas une silhouette aussi jolie que l'acacia. Il est un peu dégingandé, il est un peu... mais on le remarque tout de suite. Il a une silhouette, c'est vrai, un peu... pas toujours très équilibrée, en fait, on peut dire. Mais très, très utile. Oui, je vous remercie. Je remercie Agnès aussi parce que c'est une chance énorme d'avoir connaissance de ce qui se passe. Et il y a un jardin ouvert au public. Nous, on est en train de travailler avec le collège de notre commune. Mais je pense que ce que vous faites aussi au niveau de pouvoir aider justement les jeunes et les livrets pédagogiques, je vais tâcher de me mettre en rapport avec vous pour savoir dans notre région ce qui se passe, de façon aussi à renforcer tout ce travail, parce que ce qui commence à notre porte est planétaire aussi par les conséquences. Aussi vaste étendue, c'est pas... Ah, voilà. Je vous rends. Non, en fait, c'est pas une monoculture, puisque les arbres sélectionnés, donc le dattier du désert en fait partie. Il y a des acacias, notamment 2 acacias, l'acacia séyal et l'acacia sénégal, et le jujubier, justement le ziziphus. Et c'est des espèces qui ont été choisies pour leur adaptation à cette sécheresse, et également pour leur valeur économique et humanitaire, on peut dire qu'en fait. Donc non, c'est vraiment là, c'est le service des eaux et forêts qui a décidé de tout ça avec la population locale, et c'est les bonnes espèces parce qu'elles résistent bien. Et c'est vrai que le directeur du CNRS récemment me disait que c'était le dattier du désert qui avait la meilleure résistance. Quand il était planté, il y avait presque 99 chances que le sujet vive. Et surtout, c'est lui qui apportait le plus, en fait. L'acacia, on sait bien évidemment qu'il apporte la gomme, très intéressante, mais le dattier du désert est très, très complet. C'est vrai qu'il n'était pas très connu, c'est pas exploité. Alors, il y a aussi le fait que le tégument de la graine soit très dur. L'huile, elle n'est pas facile à obtenir. Et donc, c'est peut-être aussi pour cette raison-là qu'elle n'est pas encore très, très connue. Mais il y a notamment une société à Thiès, donc à 1h30 de Dakar, qui s'appelle Baobab des Saveurs et qui produit, en fait, récolte ses graines. Ils valorisent différents arbres, en fait, de la région. Mais pour l'instant, ils ne vont pas récolter jusqu'à Ouidou. Ouidou est vraiment dans le nord, enfin, c'est quand même éloigné de Thiès. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que la chaîne de valeur aille jusqu'au bout, que la boucle soit bouclée, et qu'on arrive, que ces dattiers plantés puissent par la suite être valorisés par les femmes, notamment, parce que elles jouent un grand rôle, pour aller jusqu'au bout, qu'elles puissent aussi vendre leur... consommer, bien sûr, elles le font déjà, mais aussi valoriser cette récolte de fruits. Oui, en Anatolie, donc en l'est de la Turquie, les enfants vendaient au bord des routes des jujubes, des petits sachets, et essayaient de gagner un peu d'argent comme ça. C'est une réponse. Alors nous, on le voit de façon concrète au Sénégal, parce que pour l'instant, c'est vraiment qu'au Sénégal que ça marche bien. Depuis 2008, tout est bénéfique, en fait. Vraiment, c'est à tous les niveaux. Et on le voit que l'écosystème, alors bien évidemment, entre tous les chercheurs qu'il y a sur place en permanence, il y a des études qui sont menées au niveau du sol, de la restauration, de la régénération des sols. On voit au niveau de la flore, de la faune, il y a des retours d'oiseaux qu'il n'y avait pas avant. Forcément, de toute façon, quand on plante, quand on végétalise, surtout différentes espèces, et que ça marche, enfin, il y a forcément l'écosystème qui change.
personnellement, je vois pas comment on peut faire changer autrement que par l'arbre. Enfin, c'est quand même le point de départ crucial, vital. Je voudrais savoir s'il y a eu des études, la prolifération après ultérieure de ces 4 arbres que vous voulez. Parce que le jujubier, par exemple, à Madagascar, est devenu envahissant. C'est une plante qui se régénère très très vite. Est-ce que vous avez une idée, une fois que vous aurez planté cette ceinture, si elle va se auto-régénérer ou si elle va devenir envahissante? Parce qu'enfin, il y a de la place. Mais alors ça, non, je ne pense pas. Mais je pourrais vous mettre en contact avec Gilles Bouetch, notamment, et d'autres professeurs d'écologie végétale, notamment, qui sont sur le terrain à Dakar. Pour l'instant, c'est planté. Alors, je vous dis quand même 2 mots sur la façon dont c'est fait. Donc, il y a des différentes parcelles pour y être allé à plusieurs reprises en fonction des années. Donc, ces parcelles sont délimitées pour éviter justement que le bétail ne vienne brouter, saccager, détruire tout ce qui est planté, parce que c'est des zones mises en défense en fait pendant 8 ans à peu près. 8 ans. Et le temps que l'arbre soit suffisamment résistant pour se défendre tout seul. Donc ça, c'est très très bien géré. Il y a vraiment les parcelles délimitées. Au bout d'un certain temps, le service des eaux et forêts, en fait, en fin de saison sèche, quand le bétail n'a plus rien à se mettre sous la dent, ouvre les parcelles, mais de façon contrôlée et modérée, pour que le bétail vienne manger toutes les herbes sèches. Voilà. Mais c'est contrôlé. Et ça, c'est bien parce que ça fait prendre conscience à la population, aux peuls notamment, aux éleveurs, du bénéfice de la Grande Muraille Verte et de l'intérêt de la protéger, de la faire vivre. Parce que justement, pour eux, c'est une manne. Ils se disent, il n'y a plus rien, ils ne vont pas parcourir des kilomètres et des kilomètres, il n'y a plus rien, c'est sec, il n'y a pas d'eau. Et le fait d'avoir ces zones mises en réserve, là, c'est du pain béni. Et là, ils se disent, il faut que la Grande Muraille Verte continue, quoi. C'est des petites choses comme ça, des bénéfices du quotidien concret qui leur font dire qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, qu'il faut vraiment persister dans cette voie-là. Oui, et rapidement, juste pour répondre à la question sur le réchauffement climatique, il y a 2 éléments qui sont importants. La première chose, c'est de stocker le CO2, le dioxyde de carbone, puisqu'avec la révolution industrielle, on atteint maintenant un paroxysme avec les gaz à effet de serre. Et puis également le fait d'avoir des zones végétalisées, avec l'évapotranspiration qu'on a vu dans le film de Francis Allais, ça permet de favoriser les précipitations. Donc il y a ces 2 éléments qui sont les éléments majeurs qui vont dans le bon sens par rapport au réchauffement climatique. Je voudrais ajouter un mot concernant l'Institut Chlorane, qui a apporté une aide pour ainsi dire, fondamentale à l'herbier de Paris pour numériser, non pas numériser, mais informatiser les spécimens d'herbier concernant les solanacées à l'époque, c'était avant 1995. Et je me rappelle bien, je n'étais pas encore responsable de rédaction de la flore du Cambodge de l'Europe Vietnam, mais ma collègue qui est co-auteur avec moi dans ce livre qui vient de sortir, ce numéro-là, sur les solanacées de la flore de ces 3 pays, je me rappelle bien que Cloane avait accepté de financer justement ce programme d'informatisation en application du logiciel qui était mis en place à l'herbier par M. Allais, mais Nicolas Allais. Et donc, on a du mal à démarrer. Et Chlorane nous a boosté, nous a motivés, bien qu'il y ait quelques petits problèmes, bien sûr, puisque la mise à jour, la mise au point n'était pas encore faite. Mais ça nous a motivés et par la suite, on a mis en place, bien sûr, un autre logiciel d'informatisation de Sonra. Merci beaucoup. Et puis, un grand merci aussi à votre institut. D'après ce que j'entends aujourd'hui et ce que je vois, vous avez fait des animations pédagogiques concernant la fabrication des herbiers, sensibiliser les jeunes enfants justement pour connaître mieux la richesse floristique en botanique pour préserver donc cette biodiversité. Merci beaucoup. Merci, Sabal. Merci. Merci.